Et salut Alexandre, passe un bon week-end. Andrea. Ouais, et toi? Bah oui, super, plein de nouvelles. Bah, tu m'as préparé mon café, dis donc. Oui, ça y est, c'est prêt. Eh bien, écoute, plein de nouvelles, oui, à commencer par la police, la PNR, Police Nyon Région, qui a enfin obtenu son accréditation de la part du canton, qui dit justement qu'il est conforme aux lois cantonales en termes de locaux et d'effectifs de police. Eh bien, une accréditation supplémentaire, mais on est complètement raccord parce que moi, j'ai vu que la PNR va désormais gérer le stationnement du côté de Crassier. C'est donc elle qui te mettra les amendes si tu es là-bas et que tu ne te parques pas au bon endroit. Voilà. Okay. Bon, de la police, sans transition, on passe aux pompiers, parce que les pompiers du SDIS Nyondol ont publié en fin de semaine dernière leur rapport annuel, qui dit notamment, Andrea, qu'il y a une augmentation de 10% d'intervention sur l'année 2023. Du coup, le commandant Pierre-Yves Cortési du SDIS Nyondol viendra nous en parler jeudi. Très bien, mon caporal, mais l'actualité qui a certainement marqué tout le monde et certainement vous. Bonjour comme vous avez vu, c'est notamment les agriculteurs qui sont en colère chez nos pays voisins en Allemagne et en France, mais chez nous aussi. Des syndics se sont mobilisés sur les réseaux sociaux en retournant leurs photos. Mais alors, les agriculteurs de chez nous, est-ce qu'ils vont se mobiliser? Comment? Eh bien oui, il y avait pas mal de panneaux dans notre région qui étaient retournés avec des bottes même posées. Donc je vais à la rencontre d'un agriculteur du côté de sur le terrain. J. Oui, exactement, qui va nous dire justement comment les agriculteurs vont se mobiliser. Je prends la route. Bon. Eh bien, bonne route, Andrea. Bon à café, tout à l'heure, hein. Merci. Et puis, en ce qui nous concerne, en plateau, on parle sport. Bien sûr, on est lundi avec les résultats sportifs dans Jeux 7 et matchs. Et puis, en invité, j'aurai Christophe Cachelli, coach de la première équipe du Stade Nyonnais, qui va reprendre cette semaine le championnat de Challenge League après qu'un match ait été annulé pour cause de virus de gastro-entérite. On parle de tout ça en plateau. Et puis, je reçois la personnalité du quotidien La Côte, André Courbat, pour son œuvre caritative en Ukraine, qui sera accompagné de la journaliste Caroline Guébard. Voilà pour le programme, vous êtes bien installés, fais voir ta région, c'est parti. On vous le disait en introduction, la colère des agriculteurs gronde dans les pays voisins. Qu'en est-il alors chez nous en Suisse romande et particulièrement dans le district de Nyon? Andrea, du coup, est-ce que tu es bien arrivé à JI? Est-ce que tu peux prendre la température justement du milieu agricole? Qu'est-ce qu'il en est chez nous? Oui, Alexandre, je suis en compagnie d'Aurélien Rolla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes viticulteur et agriculteur chez nous, plus précisément à J, où on se trouve. Je propose qu'on se fasse une petite balade ensemble, de revenir notamment sur ce qui s'est passé ce week-end. Alexandre le disait tout à l'heure, il revenait notamment sur cette colère des agriculteurs dans les pays voisins. Qu'en est-il chez nous? Est-ce que vous êtes en colère également? Oui, non, on est en colère et surtout on s'inquiète. Nos amis français, allemands, roumains, ils ont des problèmes. C'est un problème européen. Puis faut réagir avant que l'agriculture soit trop en péril parce qu'on en a besoin. Alors, j'imagine que le problème n'est pas exactement le même. Le fond du problème ici chez nous en Suisse, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Déjà que peut-être que la grande distribution fasse quelques efforts par rapport à la rémunération vers les paysans, ou encore contrôler peut-être un peu mieux ce qui vient aussi de l'étranger. On a des problèmes avec ça, c'est que nous, on nous impose des normes assez hautes. Puis on importe des produits qu'on n'aurait pas le droit de faire chez nous, tout simplement, quoi. Donc en gros, vous reprochez finalement une concurrence déloyale Totalement. Par rapport aux politiques environnementales. On sait qu'il y a plusieurs lois qui ont été également votées. Est-ce que celles-ci vous ont finalement porté préjudice? Alors certaines, oui. Après, nous, c'est notre outil de travail, de produire la nourriture, de travailler avec la nature. Donc avoir des normes pour une production encore plus vertueuse, on est pour, mais il y en a certaines qui sont très compliquées. Par exemple, la betterave, on nous a supprimé un produit qui était indispensable pour la bonne production. Puis maintenant qu'on l'a plus, on a vraiment des dégâts qui sont extraordinaires à cause des insectes, par exemple. Ça veut dire, par exemple, vous êtes agriculteur, vous êtes par exemple, je reprends, par exemple, vous produisez également de la betterave. Une fois qu'elle sort de chez vous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dès qu'elle sort de chez nous, on l'amène au centre de collecte. Puis après, on est informé du prix de vente. Puis on n'a plus aucune gestion là-dessus, quoi. Donc finalement, vous n'avez plus aucun contrôle. Non, absolument pas. À l'inverse de nos pays voisins, les agriculteurs sont quand même représentés, tant du côté Parlement et du côté de la politique. Donc finalement, vous avez quand même une voix. Est-ce que cette colère, elle n'est pas un peu plus mesurée chez nous? Autrement dit, pourquoi avoir attendu que cette colère gronde chez nos pays voisins pour finalement en faire une série de manifestations ici chez nous? Alors nous, notre but, c'est de profiter un petit peu de l'élan européen, que les gens s'intéressent à ce qui se passe autour de chez nous, puis faire comprendre aux gens que
C'est pas parce qu'on est en Suisse que tout va forcément bien, puis le rappeler. Alors, si on revient notamment sur ce week-end, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? On a vu toute une série de panneaux, alors pas des panneaux à l'envers comme chez nos pays voisins, mais des panneaux que vous avez posés justement dans les entrées des villages. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors oui, même dans le canton de Vaud, il y a eu des panneaux retournés, mais c'est ce qu'on ne voulait pas faire dans notre belle région de la côte. Nous voulions faire quelque chose de plus symbolique, poser une botte de paille avec des petits slogans, ce qui est déjà pas mal pour alerter nos concitoyens. Vous avez pris notamment contact avec les différents exécutifs. Oui. Qu'est-ce qui s'est dit durant ces échanges? Alors, il y a un peu de tout, mais globalement, ils étaient déjà satisfaits qu'on ne tourne pas les panneaux, puis on a eu quand même des bonnes réactions. Oui, c'est quoi ces bonnes réactions? Comme certains syndics, on nous dit qu'ils nous soutiennent, puis que c'est bien de montrer aussi un petit peu ce qui se passe chez nous. Puis du coup, je leur ai promis que ces panneaux seraient enlevés, ce qui a été fait, et qu'on voulait absolument pas faire de dégâts publics. Mais si on revient un petit peu dans le temps, vous me disiez en préparant cette interview que finalement les gens avaient une certaine proximité avec le monde de l'agriculture durant le Covid, chose qui s'est totalement perdue. Aujourd'hui, c'est ça ce que vous souhaitez au travers de ces manifestations, recréer un lien peut-être avec les consommateurs, un lien direct? Alors effectivement, avec le Covid, on a vu un rapprochement qui n'est pas totalement disparu, il faut quand même le dire, mais le but maintenant, c'est que vraiment les gens se rapprochent de l'agriculture. Parce que c'est quand même nos racines et puis c'est indispensable. Tout le monde a besoin de se nourrir. Alors aujourd'hui, les agriculteurs se mobilisent notamment sur les réseaux sociaux, notamment les plus jeunes. Est-ce que vous êtes par exemple inquiet pour le métier, votre métier à l'avenir? Ouais, ce qui m'inquiète, c'est vraiment pour la relève, c'est qu'on puisse plus vivre de notre métier et puis qu'on ait vraiment des exploitations qui disparaissent chaque année, ce qui est déjà le cas. Et le but, c'est vraiment qu'on garde une agriculture qui est abordable à tous et pas avoir des gros centres de production, c'est pas le but. C'est vraiment qu'on garde des petites exploitations à taille humaine. Alors, pour la suite des mobilisations, je sais que vous êtes notamment en train d'organiser plusieurs choses. Est-ce qu'il y a déjà des pistes, ce qui va être fait peut-être dans la région ou ailleurs? Alors, on avoue quand même qu'on a un peu pris au dépourvu, c'est un peu le début. Mais des groupes de réflexion ont été créés. J'ai encore un rendez-vous demain avec prometteur pour discuter de ce qu'on pourrait faire. Donc maintenant, on commence à se mobiliser puis voir ce qui serait le plus intelligent à faire. Faut pas créer aussi un problème avec les concitoyens. On a quand même une votation importante cet été et on veut avoir plutôt la sympathie que bloquer une route. Je pense que c'est pas nécessaire. Ouais, c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs clivages entre ce qu'on appelle les citadins et finalement les agriculteurs dans une série de votations. Vous craignez pas justement qu'avec ces mobilisations, on renforce peut-être ce clivage et que finalement ces votations ne soient pas en votre faveur? Alors, c'est un risque. Justement, c'est pour ça qu'on ne veut pas bloquer les routes, par exemple. En tout cas, c'est pas ce qui se dit en ce moment. Moi, je suis personnellement pas pour. Mais le but, c'est justement rappeler que on est là aussi pour montrer notre métier. Puis, il serait important que ces gens s'intéressent à notre métier. Puis, peut-être qu'en expliquant, peut-être certains clivages ne ressurgiraient pas de cette manière-là. Pour vous suivre, notamment un groupe sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Oui, alors, vous pouvez nous suivre sur les JAVD, donc les jeunes agriculteurs vaudois. Et il y a aussi un groupe Révolte Suisse Paysanne qui est aussi accessible pour regarder ce qui se passe dans tout le canton de Vaud et ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On prendra de vos nouvelles prochainement et puis on donnera la parole notamment aux exécutifs de la région. Alexandre, très belle journée à toi et très belle journée à tous. Merci beaucoup Andrea donc pour cette page d'actualité et de l'actualité. Nous passons comme tous les lundis au sport avec les résultats sportifs. Voici jeux, 7 et match. Voilà, jeux 7 et match, les résultats sportifs du week-end. Et puis on va commencer avec le hockey, puisque le Forward Morges a atteint son objectif de 4e place en battant Fleurier samedi aux Eaux Minérales avec plus de 300 spectateurs dans les gradins. Les Bulldogs disputeront donc les playoffs de Première Ligue face aux Black Panthers de Prilly avec l'avantage de la glace, c'est important. Prochaine rencontre prévue les 6 et 10 février. Pour le HC Nyon, ça a été un peu plus compliqué ce week-end avec une défaite 8-6 face à Genève-Trois-Chênes, mais le club donne rendez-vous ce vendredi 2 février pour fêter ses 50 ans sur la glace de Nyon avec un tournoi des personnalités nyonnaises. Il paraît même que l'équipe d'NRTV chaussera peut-être les patins. Affaire à suivre. On passe du hockey au futsal.
En futsal, le derby régional qui opposait le Futsal Club Gland et l'US Terre Sainte, qui s'est joué samedi à Fribourg, a tourné en faveur de l'USTS qui s'est imposé 7-2. Le club devrait a priori s'assurer le maintien, même s'il reste encore 2 matchs pour eux, prévus les 10 et 18 février au Coty-Agnon. Même chose pour le Futsal Club Gland, mais pour qui l'avenir semble un peu plus compliqué, puisque il faudrait un miracle pour que le Futsal Gland évite la relégation. Mais voici le capitaine d'équipe de l'USTS qui nous raconte le match. On a joué contre une équipe qui est en bas mais qui s'améliore à chaque match et c'est pas facile de jouer contre eux. Donc première mi-temps ils ont très bien défendu. Après en deuxième on a réussi un peu à se libérer, un peu à marquer. Une fois qu'on a marqué le deuxième et le troisième but, c'était plus simple pour nous. Ils ont un peu testé aussi physiquement. Mais ouais, compliqué surtout en première mi-temps. C'est vrai que c'était une saison un peu en demi-teinte. On a fait beaucoup d'efforts, on était vraiment pas loin de la victoire à chaque match. Si on arrive à faire un peu moins d'erreurs, pas grand-chose, mais un peu moins d'erreurs, ça peut nous faire peut-être passer le cap. Ouais, merci à l'US Terre Sainte Futsal donc pour ces images. Et puis suite, vous l'aurez compris, les 10 et 18 février, pardon, je me perds dans mes notes. On passe au tennis tout de suite. Les finales vaudoises juniors se sont déroulées ce dimanche à Gland devant 200 personnes. Les jeunes du district n'ont pas réussi à s'illustrer, mais le niveau vaudois est prometteur selon Lucie Ray, responsable junior auprès de Vaud Tennis. On l'écoute. Oui, les joueuses et les joueurs du Team Gros sont sur une bonne lancée. Mi-janvier, il y a eu des championnats suisses juniors qui sont déroulés à Lucerne et 2 d'entre eux ont brillé. On a donc eu 2 champions suisses, un titre a été remporté en U12 et un autre en U14. Pour revenir à l'ensemble des juniors, ils ont tous une très belle progression, donc on peut dire que le bilan est plus que positif. Et merci donc au Tennis Club Gland pour ces images. Voilà des résultats sportifs. On ouvre notre page sportive interview avec... Pardon, effectivement, voilà, on me donne des indications en régie. Je disais que j'allais accueillir le coach du Stade Lyonnais qui va faire sa reprise, Christophe Cachilly. Je vous en prie, rejoignez-moi. Bonjour Christophe. Salut. Merci d'être avec nous. Avec je plaisir. vous en prie. Asseyez-vous, merci d'être avec moi. Alors Christophe, j'ai envie de vous demander déjà comment ça va. Parce que vous deviez jouer un match vendredi, ça devait être votre reprise face à Schaffhouse. Et malheureusement, tout le monde malade. Je crois qu'il y a eu une quinzaine de joueurs, dont vous-même aussi, qui avaient eu la gastro, tout simplement. Comment ça va déjà? Vous êtes remis? Si je suis là, c'est que tout va bien. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Oui, c'est une première pour moi, une première pour le Stade Lyonnais aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est levé le jeudi matin avec tous les mêmes symptômes, c'est-à-dire une nuit cauchemardesque avec très peu de sommeil, beaucoup de vomissements. Les messages tombaient les uns après les autres et 15 joueurs, dont la plupart allaient démarrer le match le lendemain, étaient touchés. Plus ça allait, plus il y avait de joueurs, parce qu'après coup, il y a des joueurs qui ont eu les symptômes après. Donc là, impossible de jouer, quoi. Ouais, c'est impossible. Après, le règlement dit que si 6 joueurs sont atteints des mêmes symptômes, alors la rencontre peut être remise. Là, en l'occurrence, il y en avait beaucoup plus que 6. Donc malheureusement, on n'a pas pu démarrer. On avait hâte de le faire, mais on n'a pas pu démarrer contre Schaffhouse à la maison. Donc le match est repoussé au 6 février. Exactement. Mais alors du coup, la reprise, ça va se faire là. Ce vendredi 2 février qui arrive, ce sera à Thun. Alors j'ai envie de vous demander aussi par rapport à ça, parce que certes, alors on annule un match, d'accord, on l'aura compris, tout le monde qui est pas bien, mais j'imagine que ça a des conséquences pour les préparatifs. Parce que là, vous jouez un match vendredi, j'imagine que les joueurs doivent être faibles, il y a eu des entraînements qui ont dû manquer. Comment est-ce qu'on fait en termes de gestion quand on est coach comme ça d'une équipe au 2e niveau d'élite suisse? Comment on fait pour rebondir face à un problème comme ça? Déjà, le rebond, il doit se faire à plusieurs niveaux. C'est de l'adaptation pour tout le monde. Déjà, en l'occurrence, les joueurs en premier, bien évidemment, mais aussi pour l'occupation des terrains. L'UEFA est toujours très adaptable aussi. Je les en remercie par rapport à ça. Il a fallu réadapter le programme d'entraînement, bien évidemment. Mais le plus important, c'est la santé des joueurs. Donc, il faut être auprès d'eux, les soutenir, les guider, les orienter vers ce qu'il faut boire, manger, faire, pas faire. On a évité de s'entraîner parce que comme il y a eu beaucoup de pertes de poids, d'eau, on évite les entraînements pour ne pas créer de blessures. Mais il faut aussi, ceux qui sont aptes, les maintenir en forme. Donc il faut toujours individualiser le travail. Et c'est notre métier, donc on va pas s'en plaindre. Et là, ça va, vous êtes prêts? Vous n'êtes pas trop fatigués? Les joueurs sont prêts à attaquer le 2 février, là?
Alors après, oui, on l'est dans la tête, on commence à y être physiquement, on y était, malheureusement il y a eu cette petite péripétie, mais voilà, le week-end nous a permis de bien récupérer, de bien nous reposer, on va se retrouver dans à peu près 1 heure là et on fera le point. Maintenant comme je vous dis, on va individualiser, on ne prendra pas de risque avec ceux qui sont moins bien. Je dis ça à Christophe Cachilly parce que vous êtes attendu au tournant hein, dans cette deuxième partie de saison. La première partie de saison, franchement, elle était très réussie. À la pause hivernale en décembre, vous étiez 3e au classement, juste derrière les favoris Sion et Thun. Alors que, on le rappelle, le Stade Lyonnais, c'est sa première saison en Challenge League. Il y a eu une montée cet été. Et puis là, dès le début de saison, vous frappez fort, vous montrez que vous êtes là. Comment est-ce que vous allez faire pour maintenir ce niveau-là durant cette deuxième partie de saison? On avait dit qu'on avait fait une super saison l'année dernière déjà, et on a réussi à maintenir le cap. Je pense qu'au lieu de se contenter de ce qu'on a et puis de regarder le classement avec des yeux pleins d'étoiles, il faut plutôt se concentrer sur l'évolution du groupe, sur sa progression, la progression individuelle, collective, les éléments dans lesquels nous on doit évoluer. Les trêves, comme on l'a eu là cet hiver, nous permettent justement de mettre tout à plat, de faire des bilans, de tout poser, le pour, le contre, par rapport à ce qu'on doit peut-être améliorer, ce qu'on doit maintenir. Alors c'était quoi le bilan justement? Qu'est-ce qui s'est dit à la trêve hivernale? Après, on se dit des choses en interne, beaucoup entre joueurs et coachs, joueurs et staff, entre staff aussi. On est passé d'une catégorie où jouer au foot était une passion à une catégorie où jouer au foot est un métier. Donc c'est une approche différente. Je pense que les joueurs l'ont compris dans leur manière de vivre au quotidien sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Et c'est une catégorie qui sera intransigeante s'il n'y a pas l'exigence. Et de ce côté-là, on doit maintenir l'exigence, toujours avoir la volonté de progresser. Je pense mentalement, dans la manière d'appréhender les matchs, les fins de match. On a eu pas mal de soucis au premier tour. D'appréhender aussi l'entraînement, c'est un travail. Donc, et la trêve hivernale, on parle de trêve hivernale, mais en fait, vous êtes resté actif, c'est-à-dire que des entraînements, il y en avait. Il y a même eu un stage, justement, dans le Jura. Ça sert à quoi, cette pause hivernale, à part, effectivement, les discussions, certes, mais d'aller carrément en stage, toute l'équipe? C'est des moments privilégiés. On vit, même si l'année, on est régulièrement ensemble, là, on vit 24 heures sur 24 ensemble. On vit des choses difficiles ensemble, des moments très difficiles, douloureux parce qu'on ne les a pas ménagés, mais aussi des moments de joie. Donc l'importance, peu importe l'endroit où on est, c'est d'être ensemble, c'est le plus important. On s'apprête à vivre un deuxième tour aussi difficile que le premier, mais tout aussi excitant. On aime faire les choses ensemble, vous voyez, même quand on est malade, on fait tout ensemble. Oui, effectivement. Donc on s'apprête à vivre un deuxième tour, donc on se met dans les conditions optimales pour les vivre ensemble, être prêt à gérer n'importe quelle situation de manière collective. Donc l'union, l'unité, c'est vrai que ce qui a fait la force aussi, c'est que votre équipe qui était promue de Promotion League à Challenge League n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire vous avez gardé en tout cas vos piliers. Là, qu'est-ce qu'il en est à la trêve hivernale? Il y a des changements au niveau des effectifs, au niveau des joueurs, de nouveaux joueurs qui arrivent, d'autres qui partent. Comment ça s'est passé? Nous, on essaye de faire dans la continuité. On ne va pas remplacer des joueurs qui nous apportent satisfaction, un groupe qui me donne, moi, entière satisfaction. Je pense que c'est la marque de fabrique du Stade Lyonnais. C'est un groupe qui vit très très bien et qui peut faire face à n'importe quelle situation, de par justement sa cohésion. Donc ce serait complètement contradictoire de partir en stage et puis de rechercher à consolider les liens et puis de se séparer de 8 joueurs alors qu'ils nous donnent satisfaction. Donc on fait dans la continuité. Il y a juste deux joueurs qui ont décidé de partir et puis un qui est arrivé en la personne de Hamza Hamdallah. D'accord. Donc, réponse déjà sur le terrain le 2 février pour voir justement si la forme des joueurs est là, si l'union de cette équipe est présente. Et puis ensuite, tout au long de la saison jusqu'à à la fin du printemps. Et au début d'été. Christophe Cachilly, on vous souhaite le meilleur pour cette saison. On va bien entendu vous suivre ici sur NRTV. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Et puis bon repos et pleine forme pour vendredi alors. Merci. Merci Christophe. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, j'accueille la personnalité La Côte 2023. André Courbat, je vous en prie, venez avec moi accompagné de Caroline Guébard. Venez seulement, tous les deux.
Bonjour André. Bonjour. Félicitations déjà. Je vous en prie, asseyez-vous. Caroline, bonjour. Vous êtes journaliste pour La Côte. Et puis si vous êtes là aujourd'hui, que vous accompagnez André qui est donc musicien nyonnais bien connu et qui a été élu jeudi personnalité du journal La Côte. Donc 2023, on va revenir là-dessus, mais notamment pour vos missions humanitaires en Ukraine. Caroline, vous êtes présente aujourd'hui parce que vous avez accompagné André dans ses missions. On va revenir ensemble sur ce périple. Mais déjà, comment ça va, André ? Comment vous avez appris cette nouvelle ? J'étais super surpris. Enfin, je m'attendais absolument pas, vraiment. Enfin, je pensais qu'il y avait des sportifs qui avaient des palmarès incroyables. Il y avait Marie-Thérèse Porchet. Enfin, j'étais sûr que c'était pas moi. Donc, j'avais rien préparé. Je regrette juste de ne pas avoir remercié tous les gens qui m'ont aidé, tous les gens qui ont mis de l'argent, même la ville de Nyon, et tout ça. Et puis, en fait, j'ai rien dit. J'étais pris par l'émotion et la surprise. Voilà. L'émotion et la surprise. Caroline, justement, c'est un jury avec... Il y a un jury, il y a les rédacteurs de La Côte, et puis il y a le public aussi, qui a voté, qui a plébiscité André. Pourquoi vous pensez que c'est André qui l'a emporté ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui a touché les gens chez André ? Moi, je pense que c'est l'humain, en fait, là, qui l'a emporté. C'est vraiment les qualités humaines d'André, son humilité. Il n'aime pas trop qu'on parle de lui et qu'on lui lance des fleurs, parce que c'est quelqu'un de très humble. Mais voilà, je pense que lui a été touché en plein cœur par le peuple ukrainien. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Les gens l'ont suivi, puisque les dons ont afflué très vite et puis de façon continue. Il a pris son fourgon, il est allé en Ukraine, il a été distribué, tout ça. Et je pense que ça a touché les gens. Le fourgon, justement, et le voyage en Ukraine, on va en revenir. Mais déjà, la moto, parce qu'il paraît que vous étiez en moto arrivé à la soirée, justement, de La Côte jeudi. On vous a offert, par le chocolatier Tristan, une œuvre. C'est la tradition chaque année qui est offerte donc, à la personnalité de La Côte. Vous avez pu la ramener chez vous, malgré la moto ? Oui, j'ai dû aller chercher mon fourgon, parce que c'était impossible à ramener en moto. C'est énorme et c'est un truc juste magnifique et tellement bon. Voilà. Bon, au moins, il est retourné chez vous, cette pièce en chocolat et donc ce fourgon. Et parlons-en. Parce que ce que vous avez fait, André, en 2023, c'est que vous avez fait plusieurs voyages à destination de l'Ukraine, pays en guerre, du coup, pour amener notamment, des vivres, certes, mais surtout des génératrices pour que les gens sur place puissent se chauffer, s'éclairer. Revenons un petit peu sur ce parcours-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans une aventure pareille ? Bon, pour moi, c'est l'école de la vie. On est tous dans le même film, et puis on est tous des acteurs qui souvent veulent faire leur scénario, puis ça ne fonctionne pas. Donc on doit tenir compte des autres, quelque part, on est obligé d'aimer les autres ou de souffrir. C'est pour moi ce que je vois au niveau personnel, mais ce que je vois au niveau entre les États. L'état du monde actuellement me fait vraiment souci, parce que finalement, chacun veut écrire son scénario et puis faire les choses qui l'arrangent. Puis en fait, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pas rien quand même de se sentir concerné et touché, c'est une chose. Mais d'aller jusque là où vous êtes allé, de se dire, moi, Nyonnais, je vais prendre mon fourgon et je vais aller dans un pays en guerre, donc je vais prendre des risques aussi et je vais aller dans ce don de soi jusque là. C'est pas rien quand même. Non, mais c'est une femme russe de l'ONG Memorial qui disait, les Russes auront une responsabilité collective pendant des générations. Puis on a tous des responsabilités individuelles suivant ce qu'on peut faire. Et puis je me disais, en fait, moi j'ai un fourgon, je connais des gens, j'ai déjà fait des levées de fonds pour d'autres causes, et j'ai déjà voyagé dans des pays dangereux. Je ne sais pas que j'ai pas peur, mais je sais que je peux le faire. Et puis j'ai un métier où je peux partir 2 semaines sans avoir à demander à mon patron ou prendre ça sur mes vacances. Donc, j'ai toutes les possibilités de le faire, et si je ne le fais pas, j'ai une responsabilité individuelle de rien faire alors que ça se passe aux portes de l'Europe. Là, je ne peux rien faire pour Gaza. J'aimerais trouver des idées, il y a des solutions. Mais on est amis d'Israël. Quand on a un ami qui déconne dans une bagarre, on le ceinture.
Et puis là, il n'y a rien qui se passe. Pour moi, c'est une honte totale. Et puis, je peux juste aller manifester. On peut juste rien faire. Surtout qu'Israël ne se défend pas et met en danger le futur. Il y aura des générations de gens qui en voudront à Israël. Vous vous sentez touché par ces causes, puis il fallait que vous donniez, que vous alliez dans l'action. Je peux rien faire. Voilà, ouais. Caroline, justement, aller dans l'action, vous-même, vous y êtes allée justement. Vous avez accompagné André pour faire un reportage dans le journal La Côte, justement. Qu'est-ce que vous retenez de ce périple, de ce voyage en fourgon jusqu'aux portes de l'Ukraine avec André ? Alors, je dois juste préciser que je ne suis pas partie en fourgon avec André, je suis partie avec l'ONG Van for Life qui avait certifié son chargement comme donation humanitaire. Donc, j'ai retrouvé en fait André à Kiev. D'accord. Ce que je retiens, beaucoup de choses. D'André en particulier, moi, André, je l'avais rencontré une fois à Nyon au mois de janvier. Et puis, on s'est retrouvés au mois de février à Kiev. On s'est tombé dans les bras, parce que c'est vrai que c'est quand même fort de se retrouver là, dans ces circonstances-là. Moi, j'ai vu, je vais parler d'André, les liens forts qu'il a noués avec les gens sur place, et puis voilà, l'attention qu'il avait pour chacun et chacune, et voilà, cette envie d'aider. Il m'envoyait, quand on n'était pas ensemble, il m'envoyait des messages pour me dire où il était, des photos. Voilà, il y va, il fait, et puis je crois que là-bas, il y a beaucoup de gens qui pensent encore beaucoup à lui. J'ai eu des échanges avec l'Ukraine au lendemain de la remise de son prix. Et c'est vrai que là-bas, ils sont très touchés par cette reconnaissance ici. Oui, et puis finalement, ces différents voyages auront permis. Alors, vous savez combien de foyers vous avez aidé, combien de génératrices vous avez donné, les dons que vous aviez récoltés? Vous vous souvenez de ces chiffres? Je ne me rappelle plus du nombre de génératrices là, mais je sais que c'est plus de 1800 personnes qui ont eu du chauffage. Parce qu'en fait, un générateur servait à remettre en route la pompe électrique qui fait circuler l'eau dans les radiateurs. Donc, ce n'était pas juste pour chauffer une pièce, c'était pour remettre en route le chauffage central. En fait, tout l'immeuble était chauffé avec un générateur. Ce n'est pas le générateur qui chauffait l'immeuble, mais qui faisait circuler l'eau et faisait fonctionner le brûleur. Vous allez continuer ces actions déjà, est-ce qu'en Ukraine, est-ce que vous avez prévu d'y retourner, ou est-ce que vous allez dans d'autres pays? Je sais que vous êtes allé au Burkina Faso, sauf erreur, aussi en 2023. Qu'est-ce que vous avez prévu comme prochaines actions, André? Moi, je suis pas un humanitaire à la base. Je suis gêné de lever des fonds. Pas des sons, justement. Oui, mais, joli lapsus. Je suis gêné de redemander aux gens encore. Là, il n'y a pas eu de nouveau breakdown électrique en Ukraine cet hiver. Et puis la grande raison d'aller depuis la Suisse, c'est parce qu'on ne trouvait pas des générateurs ni en Ukraine, ni en Allemagne, ni en Pologne, ni en Tchéquie. Et j'arrivais à en trouver un peu au compte-gouttes par-ci, par-là en Suisse. Donc il y avait vraiment une bonne raison de venir depuis la Suisse jusque là-bas avec les frais du trajet et tout ça. Ouais. Actuellement, je n'ai pas ça, donc je n'ai pas une raison de retourner en ce moment en Ukraine, si ce n'est que j'aimerais bien retourner voir les gens. Oui, bien sûr. Ouais. Retournez voir justement les gens avec qui vous avez noué des liens. De la musique peut-être alors, en 2024? Oui, j'ai toujours des projets de musique. Ouais. Je suis en train de remonter un autre groupe. Et puis, je joue avec un groupe à Genève. Et puis, j'ai toujours mon école qui fonctionne et qui... Ouais. Voilà, je suis bien occupé. Ouais. Pour 2024, et puis vous allez savourer ce prix La Côte. Caroline, un dernier petit mot quand même sur ce prix personnalité La Côte, justement là qui récompense, je pense que ce qui a touché les gens, c'est ça, c'est le côté humain, humanitaire, l'empathie aussi. Finalement, il sert à quoi ce prix? D'année en année, il fait la lumière sur une personnalité. Qu'est-ce que ça dit de notre région? Et puis, à quel point est-ce que ça peut toucher justement les gens qui habitent cette région? Bon, ce prix met en lumière tous les nommés, puisque André, effectivement, était en lice avec d'autres personnalités. Ça montre la richesse de notre région, ça montre la richesse de la côte. Il y a eu beaucoup de votes du public. La soirée a aussi été un franc succès. Donc voilà, ça montre effectivement la vivacité de cette région, de la presse locale aussi, il faut le souligner, c'est important. Et puis, on se réjouit de continuer à mettre en lumière toutes celles et ceux qui font vivre cette région. Voilà, à travers ce genre d'action, ou bien à travers la musique aussi, André, le sport et toute autre œuvre, justement. Merci beaucoup, Caroline Guébard, merci d'avoir été avec nous. Et puis, André Courbat, personnalité La Côte 2023, merci d'avoir été avec nous. Et puis à vous qui
êtes chez vous, merci d'avoir regardé cette émission aussi. On se retrouve demain dans FC Politique avec Florian Cavalleri. Et pour ma part et celle d'Andrea, on se retrouve mercredi dans Fais voir ta région. Belle soirée à toutes et à tous. Vous aimez la politique ? Eh bien, bienvenue dans FC Politique. Et au menu de ce mardi 30, l'on s'intéressera à la municipalité glandoise qui a publié son bilan à mi-législature. L'on s'intéressera aussi aux zones d'activité du secteur secondaire dans le district de Nyons, sans oublier un retour sur le conseil communal nyonnais et un coup de gueule d'un élu de la région. Ah, vous aimez toujours la politique ? Eh bien, l'on donne rendez-vous encore le mercredi 31 janvier pour s'intéresser dans une émission spéciale à l'audit de la Cour des comptes concernant la mobilité dans le district de Nyons. FC Politique, le club de ceux qui aiment la politique régionale.